Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Louis-Georges Tin, président du CRAN, Bonjour. conseil représentatif des associations noires de France, et Fabrice Olivet, secrétaire général de l'Association française de réduction des risques. Bonsoir. Voilà. Nous allons débattre de la question suivante. La guerre à la drogue est-elle une guerre raciale? Donc là, on se demande comment le CRAN ainsi que l'Association française de réduction des risques se sont rencontrés sur cette question. Je veux dire que j'ai été sollicité par l'Association française de réduction des risques il y a quelques mois pour travailler sur cette question, parce que nous travaillons sur le racisme, vous travaillez sur la question des drogues, et dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a quand même un lien très fort entre les Noirs et la drogue, que ce soit les trafiquants ou les drogués. Et donc, il faut absolument interroger ce genre de questions. Éric Zemmour disait lui-même, tout le monde sait bien que la plupart des trafiquants sont des Noirs et des Arabes. Alors, puisque Éric Zemmour le dit, il faut prendre au sérieux ce genre d'allégations. Il faut voir si elles sont vraies, si elles sont fausses. En tout cas, c'est vrai que c'est une question qui interroge le militant antiraciste que je suis. Oui, alors certains pourront dire qu'il s'agit de deux tabous aussi, deux choses, le racisme et la drogue, dont les gens en général évitent de parler, voire de les associer. Et nous, il nous a semblé intéressant justement de conjuguer ces deux items qui sont des tabous en les traitant du point de vue politique. Parce que dans les deux cas, il nous semble qu'il s'agit d'une action politique délibérée, la guerre à la drogue d'un côté, la guerre aux minorités de l'autre, et que ces deux tabous méritent d'être déconstruits l'un avec l'autre en utilisant justement les arguments qui nous sont opposés en général. Pour certains chercheurs américains comme Michel Alexander, la guerre aux drogues a été et reste encore aux États-Unis une guerre raciale. Qu'en pensez-vous? Son livre est assez remarquable. Et il évoque au tout début l'action de Nixon, qui dans les années 70 a lancé un fameux discours War on Drugs, c'est-à-dire guerre aux drogues. Et à partir de là, alors qu'il n'y avait pas de recrudescence des drogues aux États-Unis, on a identifié le trafiquant comme étant nécessairement un homme noir. Et tous les médias, le système de police et de justice ont été mis à contribution pour démontrer que véritablement les Noirs étaient un problème. Par exemple, la loi elle-même montre ce qu'il en est. On a changé les lois et on a fait en sorte que détenir 5 grammes de crack soit l'équivalent de détenir 500 grammes de cocaïne. Le crack, pourquoi? Parce que c'est la drogue des pauvres noirs et la cocaïne qui est plutôt de la drogue des middle class blanches. Donc vous voyez que dire que ces deux délits sont équivalents, 5 grammes de crack, 500 grammes de cocaïne, on voit très bien qu'il s'agit de discriminer les uns par rapport aux autres. Et il y a une enquête très emblématique qui a été faite et on demandait à des gens de s'imaginer un trafiquant pendant une minute et on leur demandait après de dépeindre la personne qu'ils avaient imaginée. Et bien dans 95% des cas, les personnes interrogées décrivaient un trafiquant noir, bien entendu. Donc on voit que c'est une logique raciale qui a très très bien marché. Et en réalité, alors qu'il y avait eu des avancées très significatives dans les années 60, dans le combat antiraciste, beaucoup de ces avancées ont été stoppées, voire effacées, parce que beaucoup de ces leaders antiracistes ont pu être arrêtés au nom de la drogue, ou plutôt de la guerre aux drogues. Et c'est aujourd'hui ainsi qu'ils se retrouvent par milliers, par centaines de milliers dans les prisons des États-Unis, avec un système carcéral qui explose de tous côtés. Mais c'est ainsi, on investit beaucoup plus finalement en Californie dans les prisons que dans les universités. Oui, Michel Alexander a trouvé le moyen de faire comprendre à ses contemporains à quel point cette guerre à la drogue était utilisée non pas comme un fléau qui matraque la communauté noire, mais comme quelque chose qui est utilisé par les républicains pour conquérir des votes et conquérir le vote des pauvres blancs pour lesquels, de toute façon, comme disait un conseiller de Nixon, l'ennemi, c'est le noir. Donc, en mettant en relation ce mot race et drogue, ne craignez-vous pas de faire le jeu de ceux, comme vous l'avez rappelé, Éric Zemmour par exemple, qui ramènent tous les problèmes de la France à ces questions d'immigration, d'identité qu'il pose? Éric Zemmour a dit tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas. La plupart des trafiquants, selon lui, sont noirs et arabes. Eh bien, il faut débattre de ça, car en général, on préfère esquiver la question, et finalement, le préjugé court toujours, on ne l'arrête pas, on ne cherche pas à le déconstruire. La réalité, c'est qu'on aurait besoin de faire des enquêtes chiffrées, qui sont possibles,
mais il y a très peu de gens disposés à les faire. Cependant, tout porte à penser qu'en réalité, la plupart des trafiquants ne sont pas noirs et arabes. En revanche, les plus pauvres des trafiquants sont noirs et arabes. Les gros trafiquants qui sont derrière, qui dirigent tout le business, ne sont pas noirs et arabes, mais ceux-là, on ne les voit pas et on ne les pourchasse pas. Donc, évidemment, parmi les petits, il y a une majorité de noirs et d'arabes, parce que les arabes et les noirs sont en général parmi les petits, les petites gens. Hein. Donc c'est ça déjà qu'il faut répondre à la phrase de Zemmour. Et par ailleurs, il est certain qu'il y a une intensité particulière de la chasse aux trafiquants au niveau des petits. Donc les grands réseaux, on ne se bat pas beaucoup pour les démanteler. Même les petits consommateurs dans le 16e arrondissement, on ne les embête pas beaucoup. En revanche, ceux qui sont dans les banlieues, ils sont soumis à une surexposition médiatique, une surexposition policière, le contrôle aux faciès. Et c'est cela qui fait que, dans les prisons, vous allez trouver un très grand nombre, voire une majorité de Noirs et d'Arabes qui sont tombés pour des raisons non pas de drogue, mais de guerre à la drogue. Et c'est cela qui fait que les gens, de bonne foi ou de mauvaise foi, disent ou pensent parfois que, en gros, Noirs et Arabes égale délinquants. Hein. Mais on voit bien que c'est parce qu'il y a une mécanique derrière, une politique, comme disait Fabrice, qui produit des représentations raciales, une politique raciste, disons-le clairement. Oui, en fait, ce stéréotype, il est déjà là, il est déjà dans la tête des gens. Donc, ce qui nous a semblé intéressant de reprendre la phrase au pied de la lettre, puisque de toute façon, c'est ce qui fait intuitivement marcher la machine du Front National. La plupart des braves gens de notre pays pensent que, de toute façon, c'est le bon sens qui a raison avec Éric Zemmour. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes, il suffit de regarder ce qui se passe en prison. Ce qui est intéressant en faisant le parallèle avec ce que Michel Alexander a déjà démontré, c'est que on sait par les statistiques que la majorité des drogues sont consommées plutôt par des Français de souche, entre guillemets, c'est-à-dire par des Français qui ressemblent à la majorité des Français. Et que par contre, pour se procurer ces drogues, effectivement, on a affaire aux zones d'ombre de notre société, notamment les cités de banlieue où se passe un certain nombre de trafics, dont le trafic de drogue. Mais là aussi, en faisant un parallèle avec la société américaine, il faut voir que les forces policières, elles, n'arrêtent pas les gens au hasard et ne mettent pas la pression au hasard sur les gens qu'elles veulent condamner. Pire que ça, une enquête anglaise montre que lorsqu'on est noir ou arabe, les sanctions pénales ne sont pas les mêmes selon que votre origine ethnique et votre couleur de peau. Donc il nous a été trouvé intéressant de pouvoir voir dans notre pays ce qui pouvait coller à ces schémas qui ont déjà été montrés dans l'univers anglo-saxon. Revenons au parallèle avec la société américaine. Justement, le contexte américain n'est-il pas décalé par rapport à la France, notamment sur les questions raciales? C'est sûr qu'il y a des différences entre les deux. Mais la principale différence, c'est qu'en France, on vit vraiment dans ce qu'on appelle le colorblind. Aux États-Unis, colorblind, ça veut dire aveugle à la couleur, c'est-à-dire qui refuse de voir les évidences. Donc on vous dit en France, nous sommes dans une république une et indivisible, vous n'avez pas le droit de faire des différences. Moi j'en serais tout à fait heureux. Le problème c'est que la police elle-même fait des différences. On a démontré, chiffres à l'appui, qu'il y avait un contrôle faciès et que les Arabes et les Noirs sont entre 10 à 15 fois surexposés au contrôle. Donc quand on cherche, on trouve. Si vous ciblez dans le 16e arrondissement, vous allez trouver plutôt des Blancs. Si vous ciblez dans tel quartier à côté, vous allez trouver plutôt des Arabes et des Noirs. Donc, en fait, en France, on croit qu'on ne fait pas de différence et on refuse de regarder s'il y a des différences. C'est-à-dire, on casse le thermomètre. Ou la politique de l'autruche, on peut appeler ça comme on veut, mais ce n'est pas en refusant de voir les choses telles qu'elles sont qu'on va résoudre le problème. Je crois que c'est l'une des différences entre le système américain et le système français. Une république soi-disant égalitaire et qui refuse de voir les inégalités. Oui, c'est vrai que la grande différence, c'est le mot, en fait, arabe et noir, qui sont devenus, chez nous, des gros mots. Pour les Américains, qui ont effectivement un passé au niveau raciste qui est problématique pour le moins, le fait de parler de racial data, de statistiques raciales, n'est pas un gros mot. Au contraire, ça les sert à déconstruire et à pouvoir mesurer le degré de racisme qui existe dans leur société. Et je dirais même qu'à ce niveau-là, ils ont sans doute maintenant des leçons à donner à cette glorieuse République française. Puisque nous, on part de l'idée de l'homme universel, de l'homme absolument incolore, inodore, qu'on ne peut pas qualifier selon sa race. Et en fait, comme disait Louis-Georges, les pratiques policières et les pratiques judiciaires, ce qui est beaucoup plus inquiétant, prennent en compte cette chose, ce tabou
qu'on ne veut, qui est difficile à prononcer en France, qui est que selon votre sens, la manière dont vous voyez les gens, vous ne les traitez pas, ils ne sont pas traités de la même façon. Justement, sur ces deux mots, noir et arabe, les évoquer, est-ce bien compatible avec le modèle républicain français? Je crois que oui, parce qu'on a cru longtemps que la République devait être aveugle, sourde, muette. En réalité, je pense qu'on doit être pragmatique, concret. Il ne s'agit pas simplement de mettre les problèmes sous le tapis et de penser qu'ils seront résolus. Il y a une loi qui a été votée récemment qui dit qu'il faut retirer le mot race de la loi. Moi, je n'ai rien contre cette loi, mais qu'est-ce que ça va changer? C'est comme si on disait retirer le mot chômage du dictionnaire ou retirer le mot pauvreté de la loi. Bon, on peut le faire, très bien, mais c'est la pensée magique. On croit qu'en ne prononçant pas les mots, eh bien, les choses ne vont pas devenir, qu'il n'y aura pas de problème, qu'on aura tout résolu. Ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'il est temps de voir les choses en face et qu'il y a effectivement en France une racialisation du système police-justice. Pour les policiers, ça a été démontré. Nous avions fait une enquête d'ailleurs avec la Sofres qui a été confirmée par le CNRS. Il faudrait le démontrer aussi concernant la justice. Fabrice le disait à juste titre, c'est encore plus inquiétant. Madame Taubira est ministre de la Justice, elle doit se saisir de cette question-là. Parce que d'une part, les personnes qui sont victimes de racisme sont surexposées au contrôle policier et surexposées à des peines plus lourdes. Et d'autre part, les personnes qui sont coupables d'actes racistes sont très très rarement inquiétées. Le nombre d'actes racistes condamnés en France chaque année, c'est très 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 peu. Donc il y a là un double décalage, si j'ose dire, qui fait que finalement les différences, finalement l'inégalité reste en France une réalité constante. Oui, en fait, cette République nous sert de plus en plus de paravent pour ne pas vouloir traiter des problèmes dont on le voit qui de plus en plus embolise notre société. Tout est ramené à ces questions de race de plus en plus. Chaque année, on voit la succession d'événements médiatiques, hein, les derniers concernant Madame Taubira n'étant pas les plus infamants. Donc, à un moment, on a envie de dire baissons les masques. Parce que si ce n'est pas nous qui baissons ce masque-là, c'est les gens pour lesquels les questions raciales sont déjà résolues. Dans ce pays, ils estiment qu'il y a des minorités qui provoquent tous les problèmes et que c'est eux qui ont déjà la dragée haute sur ces questions, que tout tourne autour de la manière dont ils vont se positionner. Et d'ailleurs, Madame Le Pen en est même à maintenant expliquer que c'est elle qui est à comparer à Nelson Mandela de manière le plus fidèle. Donc, on a envie de dire, arrêtons un peu avec cette hypocrisie. Bien sûr que la République française a une histoire raciale, bien sûr qu'elle a une histoire coloniale, bien sûr qu'on a un certain nombre de choses à résoudre sur ce terrain-là qui concernent notre identité française pour le coup, avec dans notre histoire des bons points et puis des mauvais points. Mais il faut cesser de considérer que le simple mot magique de République va résoudre ces questions qui sont des questions sensibles et de plus en plus, sans doute au XXIe siècle, vont être la manière dont on va appréhender le populisme et beaucoup plus finalement que les histoires économiques et sociales. Ce qui fait à l'heure actuelle que les gens se sautent à la gorge de plus en plus, c'est des histoires concernant les communautés, leur appartenance, le communautarisme, des choses qui sont dénoncées comme étant la démonologie la plus abominable. Voilà, donc mettons les choses sur la table et la question des drogues est aussi une question taboue qu'il faut conjuguer avec cet item. Très bien. Louis-Georges Jetin, Fabrice Olivet, merci beaucoup. Et je rappelle que votre conférence sur la guerre à la drogue est-elle une guerre raciale aura lieu le 16 décembre prochain. Merci. Merci.